Tu es assis dans ton bureau et soudain ton patron débarque comme une tornade. Il hurle, gesticule, ses veines pulsent sur son front. Autour de toi, tes collègues baissent la tête. Certains tremblent, mais toi, tu le regardes droit dans les yeux, imperturbable. Ton rythme cardiaque ne bouge pas d'un battement. Ta respiration reste parfaitement contrôlée et dans ce chaos total, tu es l'œil du cyclone. Mais comment diable fais-tu ça? Comment certaines personnes restent-elles sereines quand le monde s'effondre autour d'elles? Et pourquoi toi, tu paniques déjà quand Netflix plante? Salut à tous et bienvenue dans un voyage au cœur de l'imperturbabilité. Aujourd'hui, on va décortiquer cette phrase mystérieuse. Rien ne peut ébranler un homme calme. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais les situations stressantes de la même manière. Alors dis-moi en commentaire, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu pètes les plombs quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu veux découvrir les secrets de ceux qui gardent leur sang-froid même quand tout s'écroule. Avant qu'on plonge dans cet univers fascinant, j'ai une faveur à te demander. Tamisez les lumières, mettez vos écouteurs et fermez tout ce qui pourrait vous distraire. Cette vidéo n'est pas faite pour être écoutée en arrière-plan pendant que tu scrolles sur Instagram. Non, celle-ci demande toute ton attention parce qu'on va explorer des territoires mentaux que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. On va décortiquer la psychologie des titans de l'histoire. Ces hommes et ces femmes qui ont traversé les tempêtes de l'existence avec la grâce d'un cygne sur un lac tranquille. Alors, installe-toi confortablement. Respire profondément et prépare-toi à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la force mentale. Parce que, spoiler alert, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Tu marches dans les couloirs de l'hôpital. L'odeur de désinfectant te pique les narines. Les néons blancs et froids créent des ombres dures sur ton visage. Tu entends les bips des machines, les chuchotements inquiets des familles, le claquement sec des talons des infirmières sur le carrelage. Et là, au bout du couloir, tu aperçois cette scène qui va changer ta perception à jamais. Un homme âgé, peut-être 70 ans, est assis sur une chaise en plastique vert délavé. Sa femme vient d'apprendre qu'elle a un cancer en phase terminale. Autour de lui, c'est l'effondrement total. Ses enfants pleurent, sa belle-fille s'évanouit presque, son gendre frappe le mur de frustration. Mais lui, il reste là, droit comme un chêne, ses mains posées calmement sur ses genoux. Ses yeux sont humides, oui, mais son visage reste impassible. Il respire lentement, profondément, et quand ses enfants se tournent vers lui, cherchant désespérément un rocher auquel s'accrocher, il est là, solide, inébranlable, prêt à porter le poids de toute cette douleur familiale sur ses épaules. Tu te demandes comment c'est possible. Comment peut-on garder cette sérénité face à l'impensable? Tu penses peut-être qu'il ne ressent rien, qu'il est froid, insensible. Erreur monumentale. Cet homme ressent exactement la même douleur que les autres. La différence, il a appris quelque chose que la majorité d'entre nous ignore complètement. Maintenant, reculons de quelques siècles. Tu es dans les jardins du palais de l'empereur Marc Aurèle à Rome, en 170 après J-C. L'Empire romain s'effrite, les barbares attaquent aux frontières, la peste décime la population, et la corruption gangrène le système politique. Tu regardes cet homme qui devrait être le plus stressé de l'Empire. Mais non, Marc Aurèle se promène tranquillement, observant les fleurs, méditant sur la nature éphémère de toute chose. Il écrit dans son journal personnel, ce qui deviendra plus tard ses célèbres « Pensées pour moi-même ». Et dans ces pages, tu découvres le secret de son imperturbabilité. Il écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Simple, non? Mais diaboliquement difficile à appliquer, parce que notre cerveau reptilien, ce vieux système d'alarme qui nous a permis de survivre dans la savane, ne fait pas la différence entre un lion qui nous charge et un email passif-agressif de notre chef. Pour lui, c'est la même urgence vitale. Et c'est là que tout se complique. Tu rentres chez toi après une journée particulièrement éprouvante. Ta voiture fait un bruit bizarre, ton téléphone affiche 14 notifications rouges et tu viens de réaliser que tu as oublié l'anniversaire de ta mère. Tu sens cette boule qui se forme dans ton estomac, cette tension qui remonte le long de ta colonne vertébrale. Ton rythme cardiaque s'accélère, tes mains deviennent moites. Bienvenue dans le monde merveilleux du stress moderne. Mais attends, laisse-moi te raconter une autre histoire. En 1940, Londres subit les bombardements nazis. Chaque nuit, les sirènes hurlent, les bombes tombent, les bâtiments s'effondrent. Et pourtant,
Certains Londoniens continuent leur routine quotidienne avec un flegme qui défie l'entendement. Ils prennent leur thé à 5 heures pile, même si des explosions retentissent à 2 rues de là. Ils se rendent au bureau en costume cravate, même si la moitié de leur trajet habituel a été réduite en gravat pendant la nuit. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la maîtrise. Une maîtrise qui s'apprend, se cultive, se raffine comme un art martial mental. Et devine quoi? Toi aussi tu peux l'acquérir. Mais d'abord, il faut qu'on démolisse quelques mythes tenaces sur ce que signifie réellement être imperturbable. Premier mythe à faire exploser. L'homme calme ne ressent rien. Faux, archi-faux, complètement à côté de la plaque. Tu veux savoir la vérité? L'homme vraiment calme ressent tout, mais il choisit consciemment comment réagir à ses sensations. Imagine ton esprit comme une maison. Les émotions, c'est comme des visiteurs qui sonnent à ta porte. Tu peux les laisser entrer, les accueillir poliment, écouter ce qu'ils ont à dire, puis décider si tu veux les garder pour le dîner ou les raccompagner gentiment dehors. La plupart des gens, ils ouvrent la porte en grand et laissent tous les visiteurs faire n'importe quoi dans leur salon. Résultat, chaos total, dispute, vaisselle cassée et au final, une maison sans dessus-dessous. L'homme calme, lui, reste le maître de sa demeure. Il accueille la colère, reconnaît sa présence, comprend son message, mais ne la laisse pas retourner ses meubles. Il dit bonjour à la peur, l'écoute attentivement, la remercie pour l'information, puis reprend le contrôle de la situation. C'est ça, la vraie force. Pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de sa réaction émotionnelle. Et ça, mes amis, ça change absolument tout. Deuxième mythe qu'il faut pulvériser. Le calme, c'est inné. Ah, lui, il a de la chance, il est né comme ça. Que de conneries. Excuse mon français, mais cette croyance me fait bondir. Tu sais ce qui est inné? Ton système nerveux sympathique qui déclenche la réaction de fuite ou de combat. Ça, c'est du hardware génétique, impossible à modifier. Mais ta capacité à gérer cette réaction, c'est du software, mon pote. Et le software, ça se programme, ça se met à jour, ça s'améliore. Regarde les Navy SEALs. Ces gars-là ne sont pas nés avec un gène spécial anti-stress. Non, ils ont subi un entraînement mental et physique si intense que leur définition du stressant a été complètement recalibrée. Pour eux, se faire réveiller à 3 heures du matin par des explosions et devoir ramper dans la boue glacée pendant 6 heures, c'est un mardi normal. Alors quand ils doivent gérer une situation de crise dans la vie civile, leur cerveau se dit « Oh, c'est tout? Pas de balles qui sifflent? Pas de température négative? Cool, on va boire un café et régler ça tranquillement. » C'est ça, l'entraînement mental. Tu reprogrammes littéralement tes seuils de tolérance au stress. Troisième mythe à démolir avec une masse. L'homme calme n'a pas d'ambition. S'il était vraiment motivé, il serait plus nerveux, plus agité. Encore une fois, on marche sur la tête. Tu veux un exemple? Regarde Michael Jordan. Ce type a dominé le basketball pendant une décennie entière, et tu sais ce qui le caractérisait dans les moments cruciaux, un calme olympien. Pendant que ses adversaires transpiraient, tremblaient et rataient leurs lancers francs sous la pression, lui restait zen comme un moine tibétain. Il avait surnommé ça « être dans la zone ». Et dans cette zone, il était littéralement invincible. Mais attention, ce calme n'était pas synonyme de passivité. Non, c'était le calme du prédateur qui a repéré sa proie et qui attend le moment parfait pour bondir. C'était le calme du stratège qui a calculé tous les scénarios possibles et qui sait exactement quoi faire dans chaque situation. Tu vois la différence? L'agitation, c'est de l'énergie gaspillée. Le calme, c'est de l'énergie concentrée, focalisée, prête à exploser au moment opportun. Et ça, c'est l'arme ultime de celui qui veut vraiment réussir. Maintenant, plongeons dans la science. Parce que oui, il y a une neurobiologie du calme, et c'est fascinant. Quand tu es stressé, ton cerveau libère un cocktail d'hormones. Adrénaline, cortisol, noradrénaline. Ces substances chimiques sont fantastiques si tu dois fuir un prédateur dans la savane. Elles décuplent ta force, aiguisent tes réflexes, te donnent une énergie surhumaine. Le problème? Ton cerveau n'a pas évolué assez vite pour s'adapter à la vie moderne. Il ne fait pas la différence entre un tigre à dents de sabre et un embouteillage sur l'autoroute. Résultat, tu passes ta vie dans un état de stress chronique, comme si tu étais en permanence poursuivi par un fauve. Et ça, c'est épuisant, littéralement.
Le stress chronique détruit ton système immunitaire, fragilise ton cœur, nuit à ta digestion, sabote ton sommeil, et j'en passe. Mais l'homme calme, lui, a trouvé le bouton off de ce système d'alarme défaillant. Comment? En reprogrammant son système nerveux parasympathique, celui qui gère le repos et la récupération. Et là, on touche au saint graal de la gestion du stress. Tu es en réunion. Ton chef vient d'annoncer des licenciements massifs. Autour de toi, c'est la panique. Certains collègues deviennent blancs comme des linges, d'autres rougissent de colère, quelques-uns semblent au bord de l'évanouissement. Et toi, tu observes, tu analyses, tu remarques que ton chef évite certains regards, qu'il joue nerveusement avec son stylo, que sa voix tremble légèrement quand il mentionne les critères de sélection. Tu comprends que lui aussi est terrifié, qu'il n'est qu'un messager dans cette histoire. Cette compréhension change tout. Au lieu de réagir émotionnellement, tu commences à réfléchir stratégiquement. Quelles sont tes options? Comment peux-tu te rendre indispensable? Quel contact peux-tu activer si le pire arrive? Pendant que les autres perdent leurs moyens, toi, tu gardes ta lucidité. Et souvent, c'est cette lucidité qui fait la différence entre celui qui subit et celui qui s'adapte. Parce que la vie, mes amis, c'est un sport de contact. Et dans ce sport, celui qui garde la tête froide a toujours un avantage décisif. Mais attention, ne confonds pas calme et apathie. L'apathie, c'est l'absence totale d'émotion, une sorte de mort émotionnelle. L'homme apathique ne ressent plus rien, ne s'attache plus à rien, ne désire plus rien. C'est triste, vide, stérile. Le calme véritable, c'est tout l'inverse. C'est ressentir intensément tout en gardant le contrôle de ses actions. C'est être profondément connecté à ses émotions sans en être l'esclave. Tu veux un exemple parfait? Nelson Mandela. Cet homme a passé 27 ans en prison pour ses convictions. 27 ans. Tu imagines la colère, la frustration, l'amertume qu'il aurait pu accumuler. Et pourtant, quand il sort de prison, que fait-il? Il prêche la réconciliation. Il tend la main à ses anciens geôliers. Il refuse la vengeance et choisit la construction. Ça, c'est le calme véritable. Une force tranquille qui choisit consciemment l'amour plutôt que la haine, la construction plutôt que la destruction. Et cette force-là, elle change le monde. L'époque moderne nous bombarde de stimuli. Notifications push, actualités catastrophiques 24 heures sur 24, réseaux sociaux qui nous montrent en permanence la vie parfaite des autres. Pression professionnelle constante, embouteillage, bruit, pollution, choix infinis dans tous les domaines. Ton cerveau n'en peut plus. Il sature. Et dans cette saturation, tu perds ta capacité à distinguer l'important de l'accessoire, l'urgent du vital. Tu réagis à tout avec la même intensité émotionnelle, que ce soit un email de relance ou l'annonce d'une maladie grave. Résultat, tu t'épuises sur des broutilles et tu n'as plus d'énergie pour les vraies batailles. L'homme calme, lui, a développé un filtre mental ultra sophistiqué. Il trie, classe, hiérarchise. Il sait qu'il ne peut pas tout contrôler, alors il se concentre sur ce qu'il peut vraiment influencer. C'est ce qu'on appelle le cercle d'influence versus le cercle de préoccupation, et cette distinction, c'est révolutionnaire. Imagine ton existence comme un jardin. Tu peux t'inquiéter de la météo, des tremblements de terre, de l'économie mondiale, de la politique internationale. Ça, c'est ton cercle de préoccupation. Vaste, impressionnant, mais totalement hors de ton contrôle. Ou alors tu peux te concentrer sur tes plants, ton arrosage, ton compost, le choix de tes graines. Ça, c'est ton cercle d'influence. Plus petit, certes, mais entièrement sous ton contrôle. L'homme calme cultive son jardin. Il ne gaspille pas son énergie à maudire la pluie ou à supplier le soleil. Il travaille avec ce qu'il a, adapte ses techniques, améliore son terrain, et petit à petit, son jardin devient magnifique. Et tu sais quoi? Plus son jardin est beau, plus son cercle d'influence s'agrandit. Les voisins viennent demander des conseils, des amis veulent apprendre ses techniques, des magazines s'intéressent à son approche. C'est ça, le paradoxe du calme. En se concentrant sur moins, on finit par influencer plus. Tu regardes ton téléphone. 15 notifications, WhatsApp, 8 emails non lus, 3 appels manqués et cette petite pastille rouge sur Instagram qui te nargue. Ton niveau de stress monte instantanément.
Tu sens cette urgence familière, cette impression que tu dois répondre à tout immédiatement. Mais attends. Respire. Et pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui arriverait si tu ne regardais tout ça que dans 1 heure? Est-ce que le monde s'effondrerait? Est-ce que ta vie serait en danger? Dans 99% des cas, la réponse est non. Mais ton cerveau, conditionné par des décennies de réactivité immédiate, te fait croire le contraire. L'homme calme a cassé ce conditionnement. Il a compris que l'urgence est rarement synonyme d'importance. Il a appris à créer de l'espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, il trouve sa liberté. Parlons technique maintenant. Comment développe-t-on concrètement cette maîtrise? Première étape, la respiration. Je sais, ça semble basique, presque insultant. Respirer? Mais je respire depuis ma naissance. Oui, mais tu respires n'importe comment. Ton souffle est court, irrégulier, superficiel. Tu utilises à peine le tiers de ta capacité pulmonaire. L'homme calme, lui, a fait de sa respiration un outil de régulation émotionnelle. Il pratique ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. 6 secondes d'inspiration par le nez, 6 secondes d'expiration par la bouche, lent, profond, contrôlé. Cette technique simple active ton système nerveux parasympathique et ralentit ton rythme cardiaque. En quelques minutes, tu passes du mode panique au mode sérénité. C'est de la neuroscience appliquée, pas de la philosophie de comptoir. Deuxième technique, la reformulation cognitive. Ton patron te convoque dans son bureau. Ton cerveau reptilien hurle « Danger, tu vas te faire virer, tu vas finir à la rue, tes enfants vont mourir de faim ». L'homme calme interrompt ce discours catastrophiste et se pose des questions plus rationnelles. Quels sont les faits réels? Qu'est-ce que je sais avec certitude? Quelles sont les différentes interprétations possibles de cette situation? Peut-être que ton patron veut te féliciter. Peut-être qu'il a besoin de ton expertise sur un projet. Peut-être qu'il veut te proposer une promotion. Ou peut-être que oui, il y a un problème, mais rien d'insurmontable. En élargissant le spectre des possibilités, tu diminues l'intensité de ton stress et tu retrouves ta capacité de réflexion. C'est ça, la reformulation cognitive, remplacer les scénarios catastrophes par une analyse factuelle et nuancée. Troisième technique, l'acceptation radicale. Attention, on ne parle pas de résignation passive, mais d'acceptation active de la réalité. Tu es coincé dans un embouteillage monstre. Tu as un rendez-vous important dans 30 minutes et tu sais déjà que tu vas être en retard. 2 options s'offrent à toi. Option A, tu rages, tu klaxonnes, tu insultes les autres conducteurs, tu montes ta tension artérielle à des niveaux dangereux et tu arrives à ton rendez-vous stressé, énervé et pas du tout dans les bonnes dispositions pour briller. Option B, tu acceptes la situation, tu appelles pour prévenir de ton retard, tu mets une musique relaxante et tu transformes ce temps perdu en moment de détente. Tu arrives certes en retard mais calme, souriant et prêt à donner le meilleur de toi-même. Laquelle de ces 2 options est la plus intelligente? L'acceptation radicale, ce n'est pas subir, c'est reprendre le pouvoir sur ce que tu peux contrôler, ton état d'esprit. 4e technique, la visualisation stratégique. Les athlètes de haut niveau la pratiquent depuis des décennies. Avant une compétition importante, ils se passent le film mentalement. Ils visualisent chaque geste, chaque étape, chaque difficulté potentielle et leur réaction appropriée. Cette répétition mentale conditionne leur cerveau à réagir calmement le moment venu. Tu peux appliquer exactement le même principe à ta vie quotidienne. Tu as un entretien d'embauche demain? Visualise-toi entrant dans le bureau, serrant la main du recruteur, répondant aux questions difficiles avec assurance. Tu as une conversation délicate à avoir avec ton conjoint. Imagine-toi abordant le sujet avec tact, écoutant ses réactions, trouvant des solutions constructives ensemble. Cette préparation mentale réduit considérablement ton niveau de stress le moment venu, parce que ton cerveau a l'impression d'avoir déjà vécu la situation. Mais le calme véritable ne se limite pas à des techniques de gestion du stress. C'est une philosophie de vie, une manière d'appréhender l'existence dans sa globalité. L'homme calme a intégré une vérité fondamentale. Tout est temporaire. Cette réunion stressante, elle finira dans 2 heures. Cette dispute avec ton conjoint, dans 1 semaine, vous en rirez ensemble.
Cette période difficile au travail? Dans 6 mois, ce ne sera plus qu'un souvenir. Cette perspective temporelle change tout. Au lieu de vivre chaque difficulté comme un drame permanent, tu la vois comme une phase transitoire. Et cette vision te donne une patience, une endurance, une résilience extraordinaire. Tu sais que ça aussi ça passera, alors tu ne gaspilles pas ton énergie à lutter contre l'inévitable. L'homme calme a aussi développé une relation particulière avec l'échec. Pour la plupart des gens, l'échec est une catastrophe, une source de honte, une preuve de leur incompétence. Pour l'homme calme, l'échec est un professeur exigeant mais bienveillant. Chaque erreur lui enseigne quelque chose. Chaque revers lui montre une faiblesse à corriger. Chaque défaite lui révèle une stratégie à améliorer. Il ne cherche pas à éviter l'échec à tout prix, il cherche à en tirer le maximum d'enseignements. Cette approche révolutionne complètement son rapport au risque et à l'innovation. Il ose essayer des choses nouvelles parce qu'il sait que même en cas d'échec, il ne perdra pas son temps, il apprendra. Et à long terme, cette attitude lui donne un avantage énorme sur ceux qui restent dans leur zone de confort par peur de l'échec. Deuxième conseil, crée-toi des rituels de calme. L'homme serein ne laisse pas sa tranquillité d'esprit au hasard, il la cultive activement. Ça peut être 10 minutes de méditation chaque matin, une promenade dans la nature chaque soir, 5 minutes de respiration consciente avant chaque réunion importante, ou simplement le fait de boire ton café sans regarder ton téléphone. Ces rituels peuvent sembler anodins, mais ils programment ton système nerveux à retrouver régulièrement son équilibre. C'est comme de la maintenance préventive pour ton mental. Troisième conseil, entoure-toi de personnes calmes. L'émotion est contagieuse, dans les deux sens. Si tu passes ton temps avec des gens stressés, anxieux, toujours dans l'urgence, tu vas inconsciemment adopter leur rythme. À l'inverse, la fréquentation de personnes sereines t'aide à développer ta propre tranquillité. Observe les gens autour de toi. Qui reste posé en situation difficile? Qui prend le temps de réfléchir avant de réagir? Qui garde son sens de l'humour même dans l'adversité? Ces personnes sont des modèles précieux. Étudie-les. Inspire-toi d'elles. Quatrième conseil, développe une pratique physique régulière. Non, je ne vais pas te dire que le sport résout tous les problèmes, mais il y a une corrélation indéniable entre maîtrise physique et maîtrise mentale. Quand tu pousses ton corps dans ses retranchements et que tu apprends à gérer l'inconfort physique, tu développes une résistance mentale qui se transpose dans tous les domaines. Peu importe l'activité, course à pied, arts martiaux, yoga, musculation, natation. L'important, c'est la régularité et l'intensité. Ton corps apprend à rester calme sous pression et ton mental suit le mouvement. Cinquième conseil, le plus important peut-être, accepte que la maîtrise soit un processus, pas un état permanent. Tu vas avoir des rechutes, des moments où tu perds ton calme, des situations qui te déstabilisent complètement. C'est normal, c'est humain, c'est même nécessaire. L'objectif n'est pas de devenir un robot insensible, mais de diminuer progressivement la fréquence et l'intensité de tes réactions disproportionnées. Chaque petit progrès compte, chaque prise de conscience est une victoire. L'homme calme n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève plus vite et qui apprend de chaque chute. Maintenant, parlons des obstacles les plus courants sur ce chemin vers la sérénité. Premier ennemi, le perfectionnisme. Cette maladie moderne qui nous fait croire qu'il faut tout contrôler, tout prévoir, tout optimiser. Le perfectionniste vit dans un stress permanent parce qu'il essaie d'atteindre un idéal impossible. Il remet 100 fois son travail sur le métier, angoisse à l'idée de commettre la moindre erreur, et paradoxalement devient moins efficace que celui qui accepte l'imperfection. L'homme calme a fait la paix avec le « assez bien ». Il sait que la perfection est l'ennemi de l'action, que mieux vaut un projet terminé à 80% qu'un projet parfait qui ne voit jamais le jour. Cette acceptation de l'imperfection lui donne une liberté d'action extraordinaire et, ironie du sort, le rend souvent plus performant que les perfectionnistes chroniques. Deuxième obstacle, l'addiction à l'approbation. Ce besoin maladif d'être aimé, accepté, validé par tous. Cette dépendance émotionnelle transforme chaque interaction sociale en source de stress potentiel. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que j'ai dit? Prenons un exemple concret.
Deux entrepreneurs lancent leur start-up en même temps. Le premier est du genre anxieux, perfectionniste, obsédé par l'idée d'éviter toute erreur. Il passe des mois à peaufiner son business plan, à analyser chaque risque, à chercher des garanties de succès. Il ne lance son produit que quand il est parfait. Le deuxième, plus calme, adopte une approche différente. Il lance rapidement une version basique de son produit, recueille les retours des utilisateurs, corrige le tir, relance, recorrige, et ainsi de suite. Il fait plus d'erreurs, certes, mais il apprend plus vite. Et surtout, il s'adapte en temps réel aux besoins réels du marché, au lieu de se baser sur des suppositions. Au final, qui a le plus de chances de réussir? L'histoire économique nous donne la réponse. C'est presque toujours le deuxième. L'agitation anxieuse paralyse, le calme dynamique libère. Cette relation apaisée avec l'incertitude est peut-être l'aspect le plus puissant du calme véritable. Notre époque déteste l'incertitude. On veut tout prévoir, tout contrôler, tout sécuriser. On achète des assurances pour nos assurances, on fait des plans de carrière sur 20 ans. On essaye de programmer notre bonheur comme on programme une machine à laver. Et quand la réalité ne colle pas à nos plans parfaits, on panique. L'homme calme a compris que l'incertitude n'est pas un bug de l'existence, c'est une feature. C'est ce qui rend la vie passionnante, créative, pleine de surprises merveilleuses. Il ne cherche pas à éliminer l'incertitude, il apprend à danser avec elle. Et cette danse lui ouvre des possibilités que les anxieux chroniques ne peuvent même pas imaginer. Tu sais ce qui est fascinant? Les plus grands leaders de l'histoire ont tous eu cette capacité à rester calmes dans la tempête. Churchill pendant le Blitz, Roosevelt pendant la Grande Dépression, Gandhi face à l'Empire britannique, Steve Jobs lors des crises d'Apple. Ils ne niaient pas la gravité des situations, ils ne minimisaient pas les défis, mais ils gardaient cette sérénité qui permettait à leur intelligence de fonctionner à plein régime. Et c'est cette intelligence froide, cette capacité de réflexion préservée qui leur a permis de trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes insurmontables. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un multiplicateur d'intelligence. Mais parlons aussi de l'aspect social du calme. Dans un monde où tout le monde crie, celui qui parle doucement se fait entendre. Dans un environnement où l'hystérie est devenue la norme, la sérénité devient magnétique. Tu l'as sûrement remarqué, en situation de crise, les gens se tournent naturellement vers la personne la plus calme du groupe. Pas forcément la plus experte, pas forcément la plus charismatique, mais la plus posée. Pourquoi? Parce que le calme rassure, inspire confiance, donne envie de faire confiance. L'homme calme devient automatiquement un point de référence, un phare dans la tempête. Et cette autorité naturelle lui ouvre des portes que l'agitation ferme définitivement. Alors, comment cultiver concrètement cette sérénité dans un monde qui semble conçu pour nous rendre fous? Premier conseil, contre-intuitif, diminue ton exposition aux informations négatives. Je ne dis pas de t'isoler complètement du monde, mais de filtrer intelligemment ce que tu consommes mentalement. Tu as vraiment besoin de connaître en détail chaque fait divers sordide. Tu dois absolument suivre en temps réel chaque polémique politique. Cette surinformation négative empoisonne ton mental et fausse ta perception de la réalité. Le monde n'est pas plus dangereux qu'avant, il est juste plus médiatisé. En réduisant ta consommation de négativité, tu retrouves progressivement une vision plus équilibrée de l'existence. Quelque chose de stupide. Pourquoi il ne m'a pas répondu immédiatement? L'homme calme s'est libéré de cette prison dorée. Il sait qu'il est impossible de plaire à tout le monde, et surtout, il ne cherche plus à le faire. Il reste poli, respectueux, bienveillant. Mais il ne sacrifie plus son authenticité sur l'autel de l'approbation universelle. Cette indépendance émotionnelle lui donne une assurance naturelle qui, paradoxalement, le rend plus attirant que s'il cherchait désespérément à plaire. Troisième obstacle, la comparaison sociale. Cette manie destructrice de mesurer en permanence sa valeur à l'aune de celle des autres. Il gagne plus que moi, elle est plus belle que moi, ils ont l'air plus heureux que moi sur Instagram. Cette comparaison constante est un poison lent qui détruit l'estime de soi et génère un stress chronique. L'homme calme a compris une vérité libératrice. La seule personne avec qui il est légitime de se comparer, c'est soi-même hier. Es-tu meilleur aujourd'hui qu'il y a un an? As-tu progressé, appris, évolué? C'est ça, la seule mesure qui compte.
Cette focalisation sur son propre parcours élimine l'amertume, la jalousie et toutes ces émotions négatives qui empoisonnent l'existence. Quatrième obstacle, l'illusion du multitâche. Cette croyance moderne selon laquelle faire plusieurs choses à la fois rend plus productif. Erreur monumentale. Ton cerveau n'est pas conçu pour le multitâche, il fait semblant. En réalité, il passe rapidement d'une tâche à l'autre et chaque transition lui coûte de l'énergie et génère du stress. L'homme calme pratique l'art de la monotâche, une chose à la fois avec toute son attention. Il termine ce qu'il commence avant de passer à autre chose. Cette approche séquentielle améliore la qualité de son travail, réduit ses erreurs et diminue considérablement son niveau de stress. Plus efficace et plus serein, le combo gagnant. Cinquième obstacle, la procrastination anxieuse. Cette tendance à repousser les tâches importantes parce qu'elles génèrent du stress, ce qui crée encore plus de stress, dans un cercle vicieux infernal. L'homme calme a développé une stratégie radicalement différente. Il mange la grenouille en premier. Cette expression imagée signifie qu'il s'attaque en priorité à la tâche la plus difficile ou la plus déplaisante de sa journée. Une fois cette grenouille avalée, tout le reste lui paraît facile par comparaison. Cette approche contre-intuitive élimine l'anxiété anticipatoire qui empoisonne souvent nos journées. Tu te retrouves face à ton patron qui hurle, à ton conjoint qui fait une crise, à ton enfant qui pique une colère monumentale. Ton instinct te pousse à réagir avec la même intensité émotionnelle, à entrer dans le conflit, à élever la voix à ton tour. Mais l'homme calme fait exactement l'inverse. Il baisse d'un ton. Il ralentit son débit de parole. Il adopte une posture ouverte et non menaçante. Cette technique, qu'on appelle le mirroring inversé, a un effet magique. Elle désarme l'agressivité de l'autre. Face à quelqu'un qui reste calme, il devient difficile de maintenir sa colère très longtemps. C'est comme essayer de se battre contre un nuage. On finit par s'épuiser tout seul. Et souvent, cette démonstration de maîtrise de soi impressionne tellement l'interlocuteur qu'elle transforme le rapport de force en sa faveur. L'homme calme maîtrise aussi l'art du silence stratégique. Dans une société où tout le monde parle en même temps, celui qui sait se taire détient un pouvoir énorme. Le silence crée de l'espace pour la réflexion. Il invite l'autre à s'exprimer davantage. Il révèle souvent des informations précieuses. En négociation, celui qui parle en premier après une proposition révèle généralement sa position de faiblesse. En conflit, celui qui hurle pendant que l'autre se tait finit toujours par paraître ridicule. En séduction, celui qui laisse des blancs dans la conversation crée un mystère attirant. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est un outil à manier. Parlons maintenant de l'aspect spirituel du calme. Je ne parle pas forcément de religion, mais de cette dimension transcendante qui dépasse notre petit ego personnel. L'homme calme a souvent développé une perspective cosmique qui relativise ses préoccupations quotidiennes. Il sait qu'il n'est qu'un grain de sable dans l'immensité de l'univers. Et paradoxalement, cette humilité le libère au lieu de l'écraser. Ses problèmes professionnels ne sont plus des drames shakespeariens, mais des défis temporaires. Ses difficultés relationnelles ne remettent plus en question sa valeur en tant qu'être humain. Cette élévation spirituelle, qu'elle passe par la méditation, la contemplation de la nature, l'art ou la philosophie, lui donne une sérénité profonde qui résiste à tous les orages de l'existence. Il y a aussi cette notion de lâcher prise qui revient souvent dans les discussions sur le calme, mais qu'on comprend généralement de travers. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, ne plus rien faire, accepter passivement n'importe quoi. C'est beaucoup plus subtil que ça. Lâcher prise, c'est arrêter de s'accrocher désespérément à un résultat spécifique. C'est donner le meilleur de soi-même, puis accepter que le résultat dépende aussi de facteurs qu'on ne contrôle pas. C'est comme un archer qui vise avec précision, tend son arc avec force, puis lâche sa flèche en sachant qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir. S'il touche le centre de la cible, parfait. S'il rate, il analyse ce qui s'est passé et améliore son tir suivant. Mais il ne passe pas des heures à maudire le vent, la cible ou sa malchance. Cette attitude de détachement actif révolutionne complètement l'approche des défis de la vie. Tu cherches un emploi, tu prépares minutieusement tes candidatures, tu te rends disponible pour les entretiens,
Tu donnes le meilleur de toi-même à chaque rendez-vous, puis tu lâches prise sur le résultat. Tu sais que ton attitude, ta préparation et ta performance dépendent de toi, mais que la décision finale implique des variables que tu ne contrôles pas. Les autres candidats, la personnalité du recruteur, la situation économique de l'entreprise, etc. Cette approche te libère de l'anxiété paralysante du « il faut absolument que ça marche », tout en maintenant ton niveau d'exigence personnelle. L'homme calme a aussi développé une relation particulière avec le temps. Dans notre société de l'immédiateté, nous avons perdu la notion de patience. Nous voulons tout, tout de suite. Résultat instantané, gratification immédiate, succès express. Cette urgence artificielle génère un stress permanent et nous fait prendre de mauvaises décisions. L'homme calme pense à long terme. Il sait que les choses vraiment importantes prennent du temps à se construire. Une relation solide, une expertise professionnelle, une forme physique optimale, une stabilité financière. Il accepte de semer aujourd'hui pour récolter demain, voire après-demain. Cette vision temporelle élargie lui donne une patience extraordinaire et lui évite les déceptions liées aux attentes irréalistes. Prenons l'exemple de la construction d'une carrière. L'impatient veut devenir directeur en 2 ans, s'énerve contre ses supérieurs qui ne reconnaissent pas son talent, change d'entreprise tous les 6 mois et finit par stagner professionnellement parce qu'il n'a jamais pris le temps de développer réellement ses compétences. L'homme calme, lui, accepte de commencer en bas de l'échelle, apprend de chaque poste, construit progressivement son réseau, développe méthodiquement son expertise et grimpe les échelons de manière solide et durable. Au bout de 10 ans, devine qui est le plus avancé professionnellement. Cette patience stratégique s'applique à tous les domaines. En amour, l'homme calme ne se précipite pas dans la première relation venue par peur de la solitude. Il prend le temps de connaître vraiment l'autre, de construire une intimité profonde, de vérifier la compatibilité sur le long terme. En amitié, il privilégie la qualité à la quantité, préférant quelques relations authentiques à des centaines de contacts superficiels. En investissement, il choisit des placements sûrs à long terme plutôt que de spéculer sur des gains rapides et risqués. Dans tous les cas, sa patience lui permet de faire des choix plus réfléchis et d'obtenir des résultats plus durables. L'homme calme maîtrise également l'art de la communication non violente. Face à un conflit, au lieu de rentrer dans l'affrontement direct, il utilise une technique en 4 étapes. Observation factuelle, expression de ses sentiments, identification de ses besoins, formulation d'une demande concrète. Par exemple, au lieu de dire « Tu es toujours en retard, tu ne respectes personne », il dira « J'ai remarqué que tu es arrivé avec 20 minutes de retard aux 3 derniers rendez-vous. Observation. Je me sens frustré et inquiet, sentiment, parce que j'ai besoin de pouvoir compter sur la ponctualité pour organiser mon planning. Besoin. Pourrais-tu m'appeler si tu penses arriver en retard la prochaine fois ? Demande. Cette approche désarme l'agressivité, évite les généralisations blessantes et propose une solution constructive au lieu de simplement exprimer une plainte. Mais le calme véritable ne se limite pas à la gestion des situations externes. Il implique aussi une paix intérieure, une réconciliation avec ses propres contradictions, faiblesses et zones d'ombre. L'homme calme a accepté qu'il n'est pas parfait, qu'il ne le sera jamais, et que c'est précisément cette imperfection qui le rend humain et attachant. Il a fait la paix avec ses erreurs passées, ses échecs, ses regrets. Non pas en les niant ou en les minimisant, mais en les intégrant comme des parties indissociables de son parcours. Cette autocompassion lui évite le fardeau de la culpabilité chronique et lui donne l'énergie de se concentrer sur le présent et l'avenir. Cette acceptation de soi s'étend aussi à l'acceptation des autres. L'homme calme ne cherche pas à changer son conjoint, ses enfants, ses collègues ou ses amis. Il les accepte comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Cette attitude révolutionnaire élimine une source énorme de frustration et de conflits. Au lieu de s'épuiser à vouloir transformer les autres selon ses propres critères, il se contente d'être un exemple inspirant. Et paradoxalement, cette absence de pression encourage souvent les autres à évoluer naturellement dans une direction positive. L'homme calme a aussi développé une relation saine avec l'argent. Il ne le diabolise pas comme source de tous les maux, mais il ne l'idolâtre pas non plus comme solution à tous ses problèmes. Il voit l'argent pour ce qu'il est, un outil.
utile pour assurer sa sécurité matérielle et celle de sa famille, pour réaliser certains projets, pour aider les autres, mais insuffisant pour garantir le bonheur ou l'épanouissement. Cette perspective équilibrée lui évite à la fois l'anxiété de celui qui manque d'argent et l'obsession de celui qui en a trop. Il gagne ce dont il a besoin sans sacrifier sa santé, ses relations ou ses valeurs sur l'autel de la réussite financière. En matière de santé aussi, l'homme calme adopte une approche préventive plutôt que curative. Au lieu d'attendre d'être malade pour se soigner, il investit quotidiennement dans son bien-être. Alimentation équilibrée, exercice régulier, sommeil de qualité, gestion du stress. Il écoute son corps, respecte ses signaux et n'hésite pas à consulter un professionnel de santé dès les premiers symptômes. Cette vigilance bienveillante envers sa propre santé lui évite beaucoup de problèmes à long terme et lui permet de vieillir dans de meilleures conditions. Parlons maintenant de l'impact du calme sur la créativité. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la créativité naît du chaos et de l'urgence, c'est souvent dans le calme que surgissent les meilleures idées. Quand ton mental est agité, parasité par 1000 préoccupations, il n'a pas l'espace nécessaire pour faire des connexions inattendues, pour laisser émerger des solutions originales. L'homme calme cultive ce qu'on appelle l'ennui créatif. Il s'autorise des moments où il ne fait rien de productif, où il laisse son esprit vagabonder librement. C'est souvent dans ces moments-là que surgissent les intuitions les plus brillantes, les idées les plus innovantes. Archimède a eu son « Eureka » dans son bain, pas en pleine réunion de crise. Cette créativité nourrie par le calme se manifeste aussi dans la résolution de problèmes. Face à un défi complexe, l'approche frénétique consiste à s'acharner, à multiplier les tentatives, à forcer la solution. L'approche calme consiste à prendre du recul, à analyser le problème sous différents angles, à laisser décanter les informations, puis à laisser la solution émerger naturellement. C'est comme ces puzzles 3D, où plus on force, moins ça marche, et où la solution apparaît dès qu'on trouve le bon angle d'approche. L'homme calme excelle aussi dans l'art de la négociation, précisément parce qu'il ne montre jamais son jeu. Quand son interlocuteur s'emporte, menace ou fait du chantage, lui reste impassible. Cette impassibilité déstabilise l'autre qui ne sait plus sur quel pied danser. Elle lui donne aussi le temps d'analyser les véritables enjeux derrière les positions affichées. Souvent, celui qui crie le plus fort est celui qui a la position la plus faible. L'homme calme lit entre les lignes, identifie les besoins réels de son interlocuteur et trouve des solutions win-win là où d'autres ne voient que des rapports de force. Cette maîtrise de soi lui donne aussi un avantage énorme en situation de leadership. Les équipes ont naturellement tendance à suivre celui qui reste calme en temps de crise, pas forcément le plus compétent techniquement, pas forcément le plus charismatique, mais celui qui dégage cette sérénité rassurante. Cette autorité naturelle ne s'impose pas par la force ou la manipulation, elle s'impose par l'évidence. Et cette évidence donne au leader calme une influence bien plus durable que celle obtenue par la peur ou la séduction. Mais attention à ne pas confondre calme et mollesse. L'homme vraiment calme peut faire preuve d'une détermination de fer quand la situation l'exige. Sa tranquillité habituelle rend ses colères d'autant plus impressionnantes quand elles sont justifiées. C'est le principe du « parler doucement et porter un gros bâton » cher à Teddy Roosevelt. Cette capacité à monter en pression quand nécessaire, tout en gardant le contrôle de ses émotions, en fait un adversaire redoutable et un allié précieux. L'homme calme maîtrise également l'art du timing. Il sait qu'il y a un moment pour tout, un moment pour parler et un moment pour se taire, un moment pour agir et un moment pour attendre, un moment pour attaquer et un moment pour se retirer. Cette sensibilité au tempo de la vie lui évite de nombreuses erreurs stratégiques. Il ne force pas les situations, il attend que les conditions soient favorables. Cette patience tactique peut parfois être perçue comme de la passivité par les impatients, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. L'homme qui sait attendre le bon moment obtient souvent plus avec moins d'efforts que celui qui s'acharne au mauvais moment. Cette maîtrise du timing s'applique aussi aux relations humaines. L'homme calme ne dit pas toujours ce qu'il pense au moment où il le pense. Il choisit le moment approprié, le contexte favorable, les mots justes. Une vérité assénée au mauvais moment peut détruire une relation. La même vérité exprimée avec tact au bon moment peut la renforcer.
Cette intelligence relationnelle, cette capacité à sentir les dynamiques émotionnelles des autres, fait de lui un confident recherché et un médiateur efficace. En période de changement, qualité devenue essentielle dans notre époque de mutations accélérées, l'homme calme excelle particulièrement. Pendant que d'autres résistent au changement par peur de l'inconnu ou s'y précipitent par excitation irréfléchie, lui adopte une approche mesurée. Il évalue sereinement les enjeux, anticipe les conséquences, s'adapte progressivement. Cette flexibilité contrôlée lui permet de tirer parti des transformations au lieu de les subir. Il ne voit pas le changement comme une menace, mais comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. L'homme calme a aussi développé une philosophie particulière face à la mort et à la finitude. Cette conscience de la mortalité, loin de l'angoisser, lui donne une urgence tranquille. Il sait que son temps est limité, alors il ne le gaspille pas en futilité. Il priorise ce qui compte vraiment, les relations authentiques, les expériences enrichissantes, la contribution positive au monde. Cette perspective memento mori lui donne une intensité de vie paradoxale. Plus il accepte sa finitude, plus il vit pleinement chaque instant. Et puis, il y a cette dimension du calme qui touche à la sagesse populaire. L'homme calme sait écouter, vraiment écouter. Pas juste attendre son tour de parler, pas juste hocher la tête en pensant à autre chose, mais être totalement présent à ce que l'autre exprime. Cette qualité d'écoute, devenue rare dans notre société de bavardage permanent, fait de lui un interlocuteur précieux. Les gens se sentent compris, respectés, valorisés en sa présence. Et cette qualité relationnelle lui ouvre des portes que l'éloquence seule ne pourrait jamais ouvrir. L'homme calme pratique aussi l'art de la question pertinente. Au lieu d'asséner ses certitudes, il pose des questions qui amènent son interlocuteur à réfléchir, à remettre en question ses propres positions, à découvrir lui-même des solutions. Cette approche socratique est bien plus efficace que l'argumentation directe pour faire évoluer les mentalités, et elle évite les conflits d'ego qui surgissent quand on a l'impression qu'on veut nous imposer quelque chose. Alors comment savoir si tu progresses sur le chemin du calme véritable? Quelques indicateurs fiables. Tu remarques que tu dors mieux, que tes relations s'améliorent, que tu prends de meilleures décisions, que tu es moins malade, que tu as plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Tu constates aussi que les situations qui te stressaient avant te paraissent maintenant gérables, voire amusantes. Tu développes ce qu'on pourrait appeler un détachement bienveillant. Tu restes engagé dans la vie mais sans t'identifier complètement à tes succès ou tes échecs. Cette progression n'est pas linéaire. Tu auras des hauts et des bas, des périodes de sérénité et des moments de rechute. C'est normal, c'est même nécessaire. Chaque turbulence te donne l'occasion de tester et d'affiner ta maîtrise. C'est comme apprendre à faire du vélo. On ne devient pas expert du jour au lendemain, mais chaque chute nous apprend quelque chose et nous rapproche de l'équilibre parfait. Au final, rien ne peut ébranler un homme calme, ne signifie pas qu'il ne ressent rien face aux épreuves de la vie. Cela signifie qu'il a développé une stabilité intérieure qui lui permet de traverser tous les orages sans perdre sa boussole. Cette stabilité n'est pas innée, elle se cultive. Elle n'est pas définitive, elle s'entretient. Mais une fois acquise, elle transforme radicalement l'expérience de vivre. Et dans un monde de plus en plus agité, cette capacité devient véritablement un super pouvoir. Alors, dis-moi en commentaire, quel aspect du calme te semble le plus difficile à développer? Qu'est-ce qui te stresse le plus dans ta vie actuelle? Et surtout, quelle petite action vas-tu mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à cultiver cette sérénité? Parce que le voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et ce premier pas, c'est maintenant ici dans ta vie quotidienne que tu peux le faire. L'homme calme n'est pas un idéal inaccessible, c'est une possibilité concrète qui sommeille en toi. Il ne demande qu'à être réveillé.